La figure du chevalier, telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un homme en armure montée sur un destrier, incarnation de la bravoure, de la foi et de l'honneur, est le fruit d'une lente transformation sociale et militaire. Ce modèle n'existe pas encore dans les premiers siècles du Moyen Âge. Avant l'an 1000, le mot chevalier n'a ni le sens ni le prestige qu'il revêtira plus tard. On parle alors du miles, terme latin désignant un soldat parfois à cheval, parfois à pied, sans statut juridique distinct. C'est au cours du IXe siècle, dans l'Empire carolingien, qu'un tournant s'opère. Alors que l'autorité impériale décline, les rois et empereurs carolingiens s'appuient de plus en plus sur de grands seigneurs pour lever et entretenir des troupes. Ces derniers, en échange de fidélité et de services militaires, reçoivent des terres ou des revenus, appelés bénéficiats. Ces bénéfices ne sont pas encore des fiefs au sens féodal du terme, mais ils en sont les précurseurs. Progressivement, les liens entre service armé, cheval et possession foncière se resserrent. À cette époque, les hommes montés représentent une minorité précieuse. Combattre à cheval exige un entraînement, un équipement et surtout un revenu stable. On ne devient pas cavalier sans soutien matériel. Le miles, qui sert un seigneur local, peut recevoir un bénéfice, terre, revenu ou droit d'exploitation en échange de sa fidélité. Ce lien d'abord personnel se structure peu à peu. Au Xe siècle, il prend la forme d'un engagement vassalique. Un homme libre s'agenouille devant un plus puissant, place ses mains entre les siennes et jure fidélité. Ce rituel d'hommage, la commendation, marque la naissance d'un lien juridique et symbolique fondé sur la loyauté, la protection et le service militaire. L'homme qui reçoit un fief et promet de combattre à cheval devient un miles vassalus, littéralement un vassal guerrier. Il ne s'agit pas encore d'un noble au sens héréditaire du terme. Le miles du Xe et XIe siècle est souvent un professionnel de la guerre, au statut ambigu. Dans certaines régions, il appartient à la petite aristocratie locale. Dans d'autres, il est vu comme un soudard, un homme brutal et dangereux. Les sources monastiques, comme celle de l'abbé Raoul Glaber, actif au début du XIe siècle, décrivent ces hommes comme violents, indisciplinés, parfois proches des brigands. Le moine évoque les tyrannies locaux, des petits seigneurs qui, en l'absence de guerre, pillent les paysans, s'en prennent aux clercs et rançonnent leur propre domaine. Face à cette violence croissante, l'Église tente d'imposer des limites. Dès les années 980, apparaissent dans le sud de la France des mouvements de pacification connus sous le nom de Pax Dei ou Paix de Dieu. À travers des conciles locaux, les évêques condamnent les agressions contre les non-combattants, que ce soit les clercs, les femmes ou les marchands, ou bien encore les paysans. En 989, au concile de Charroux, dans le Poitou, les autorités ecclésiastiques proclament l'excommunication de tout chevalier qui attaquerait une église, un moine ou un paysan désarmé. C'est une révolution morale. La force militaire, jusque-là incontrôlée, doit désormais se plier à une éthique chrétienne. Cette tentative de contrôle s'amplifie avec la Treuga Dei, ou trêve de Dieu, dans les décennies suivantes. On interdit de combattre certains jours de la semaine, notamment du jeudi soir au lundi matin et pendant les grandes fêtes religieuses. Ces interdits ne sont pas toujours respectés, mais ils contribuent à modifier l'image du combattant monté. On attend désormais du chevalier qu'il protège l'Église et les faibles, plutôt qu'il ne les opprime. C'est aussi à cette période que l'on commence à distinguer plus clairement le chevalier du simple soldat. Le terme « cavallarius », d'abord utilisé de manière péjorative dans les textes carolingiens pour désigner un homme à cheval, acquiert peu à peu une dimension plus prestigieuse. Il ne s'agit plus seulement de monter à cheval, mais d'appartenir à un ordre social nouveau, fait de liens d'homme à homme, d'obligations réciproques et de services militaires codifiés. Sous les premiers rois capétiens, à partir de 987, cette structure se stabilise. La monarchie, encore faible, s'appuie sur des réseaux de fidélité régionaux pour maintenir son autorité. Le roi ne contrôle directement qu'un domaine limité. Ce sont les ducs, les comtes et les seigneurs locaux qui détiennent la réalité du pouvoir militaire. Ils lèvent des troupes, rendent la justice, protègent leurs terres. Et à leur service se trouvent des centaines, parfois des milliers de milites. C'est dans ce contexte que la chevalerie prend forme. Le cheval,
L'armement, le service armé et la fidélité jurée deviennent les éléments constitutifs d'un statut social émergent. Ce n'est pas encore une noblesse héréditaire, mais c'est déjà une élite distincte. Le Miles n'est plus un simple soldat, il devient un acteur central du monde féodal, à la fois dépendant et redouté, encadré par l'Église, mais encore très souvent livré à sa propre brutalité. Dans la société féodale des XIe et XIIe siècles, on ne naît pas chevalier, on le devient. Le prestige du combattant monté n'est pas qu'une affaire d'armure ou de lignage. Il repose sur une formation longue, rigoureuse, fondée sur l'endurance physique, la discipline morale et la préparation au commandement. Être chevalier, c'est avant tout intégrer un mode de vie, une fonction guerrière et une éthique codifiée. Et ce parcours commence très tôt. Dès l'âge de 7 ans environ, le jeune garçon, issu de la noblesse, est envoyé hors du foyer familial, confié à un autre seigneur, souvent un allié ou un parent. Ce déplacement sert à tisser des liens féodaux solides, mais aussi à l'extraire de l'influence maternelle jugée incompatible avec l'idéal viril qu'on souhaite lui inculquer. L'enfant devient page, un statut d'initiation entre serviteur et élève. La vie de page est exigeante. Il apprend les bonnes manières, sert à table, observe les codes de la cour. On lui enseigne la généalogie des grandes familles, la liturgie chrétienne, les prières et parfois des rudiments de latin. Il assiste aux offices, observe les chevaliers, apprend le maniement des armes légères. Le jeu devient un instrument de formation avec des joutes à bâton, du tir à l'arc, de la chasse à courre et bien évidemment de l'équitation. L'objectif est de former un corps souple, endurant, mais aussi une mémoire docile et une volonté façonnée. Vers l'âge de 14 ans, il devient écuyer, armiguaire ou scoutifère dans les textes latins. Ce passage n'est pas cérémonial, mais concret. L'écuyer devient l'assistant personnel d'un chevalier, il porte ses armes, soigne sa monture, entretient son équipement. Il accompagne les campagnes militaires, les expéditions ou bien les tournois. Il apprend à harnacher un cheval, graisser les mailles, aiguiser les lames et parfois à survivre à la guerre avant même d'avoir été adoubé. Certaines chroniques mentionnent des écuyers morts au combat sans avoir reçu le titre de chevalier. Une charte templière de la commanderie de Vaour, datée de 1217, évoque ainsi un jeune écuyer mort aux portes de Cordoue sans avoir reçu la main de l'épée. Ce destin, bien que rarement documenté, rappelle la dureté du chemin initiatique. L'entraînement quotidien comprend des exercices exigeants, monter et descendre à cheval en armure, manœuvrer à différentes allures, frapper des cibles mobiles, maintenir l'équilibre en pleine course. Les mannequins tournants, appelés quintaines, servent à tester la précision et la force de l'écuyer. Il doit apprendre à frapper sans perdre l'assiette, à absorber les chocs et à anticiper les gestes de l'adversaire. C'est aussi une éducation au danger, avec les chutes, les blessures et les accidents qui font partie intégrante de l'apprentissage. La vie de Guillaume le Maréchal, rédigé vers 1225 en anglo-normand, est l'un des rares récits biographiques de chevaliers parvenus jusqu'à nous. Fils cadet d'un petit seigneur angevin, Guillaume est donné en otage à l'âge de 5 ans pendant le siège de Newbury en 1152. Lorsque le roi Étienne menace de le faire exécuter, son père répond froidement « J'ai d'autres fils pour les forger à nouveau ». Le roi, choqué, épargne ainsi l'enfant. Ce dernier deviendra l'un des plus grands chevaliers de son temps jusqu'à devenir régent d'Angleterre. Son parcours illustre parfaitement la brutalité du monde féodal, mais aussi la capacité de l'entraînement chevaleresque à transformer un enfant vulnérable en stratège respecté. Les sources évoquent aussi les risques inhérents à cette formation. En 1134, une chronique de l'abbé de Moissac relate le cas d'un jeune écuyer grièvement blessé par l'éclat d'un maillet lors d'un tournoi d'entraînement. Ailleurs, les adolescents chutent dans les douves pendant des exercices nocturnes. Rien n'est mis en place pour les protéger. L'apprentissage est un rite de passage où la douleur fait partie de la sélection. L'adoubement, moment symbolique attendu par tout écuyer, marque l'aboutissement du parcours.
Il ne survient ni à un âge fixe, ni selon une norme unique. Il dépend du jugement du seigneur, des circonstances militaires ou d'un fait d'armes particulier. Dans certains cas, l'adoubement a lieu avant un combat, dans d'autres, à la cour d'un prince, devant une assemblée. Le rituel est souvent précédé d'une veillée d'armes. En France, plusieurs manuscrits du XIIIe siècle décrivent la scène. L'écuyer, vêtu de blanc, veille toute la nuit dans une chapelle, priant devant ses armes. Il se confesse, jeûne, se purifie. Le lendemain, après une bénédiction, il est conduit dans une salle où, en présence de témoins, il reçoit l'accolade, un coup plat d'épée sur la nuque ou l'épaule, symbole de son entrée dans la communauté des chevaliers. Des variantes régionales existent. En Allemagne, les Knappen sont parfois adoubés sur le champ de bataille dans l'urgence. En Castille, selon le Fuero de Avilés, l'adoubement est lié à la guerre contre l'islam. Il inclut un serment de fidélité à Dieu et à la croisade. Dans les royaumes chrétiens ibériques, le roi lui-même peut adouber. Le geste devient alors doublement sacré, militaire et spirituel. L'adoubement transforme l'écuyer en chevalier. Il reçoit ses armes, ses éperons dorés, son écu. Il prononce un serment, servir son Seigneur, protéger les faibles et défendre l'Église. Ce n'est pas un simple rite de passage, c'est l'accession à un ordre reconnu, porteur d'une fonction autant que d'un honneur. Mais l'adoubement n'est jamais qu'un aboutissement formel. Ce qui fait le chevalier, ce sont les années d'apprentissage, les épreuves endurées et les efforts répétés. Le jeune noble, désormais armé, est prêt à prendre sa place dans le système féodal, au service d'un seigneur, sur le champ de bataille ou dans les cours seigneuriales où se dessine peu à peu une nouvelle image du guerrier, celle du Miles Christi, soldat du Christ et de l'ordre. L'adoubement marque, comme on l'a vu, l'aboutissement du long parcours initiatique du jeune noble. Il ne s'agit pas seulement d'un rite de passage, c'est l'entrée officielle dans l'ordre chevaleresque, avec ses devoirs, ses symboles et ses exigences. Le mot adoubement vient du verbe ancien adouber, qui signifie à l'origine équiper un homme d'armes. Ce sens technique précède la dimension symbolique. À l'époque carolingienne, adoubarer signifie le fait d'armer quelqu'un, de lui remettre ses équipements. Ce n'est que plus tard, entre le XIe et le XIIe siècle, que le terme prend une signification rituelle associée à une cérémonie de promotion et de reconnaissance. Avant d'être adoubé, l'écuyer subit une série d'épreuves codifiées. La plus fréquente est la veillée d'armes, attestée dès le XIIe siècle dans les milieux aristocratiques. L'écuyer, vêtu de blanc, passe la nuit dans une chapelle, les armes posées devant l'autel. Il prie, jeûne, se confesse parfois. Ce moment d'introspection prépare le jeune homme à son nouveau statut. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans une fonction guerrière, mais de se purifier pour mériter l'honneur et les responsabilités qui l'attendent. Le lendemain, la cérémonie commence. Dans les royaumes de France, selon des manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale, l'écuyer est conduit dans une salle où l'attendent ses pairs, parfois son seigneur. On lui remet l'épée, les éperons dorés, parfois le haubert ou l'écu. Le moment décisif est le coup porté avec le plat de l'épée, en l'occurrence l'accolade, généralement sur l'épaule ou la nuque. Ce geste n'est pas une violence, c'est un signal, un passage, voire une transmission. Par ce coup symbolique, l'homme devient chevalier. Il prête alors serment, les formules varient, mais l'engagement est constant. Fidélité à son seigneur, défense des faibles, protection de l'Église, respect des femmes et des vieillards, droiture en tout acte. Ce serment n'a pas force de loi, mais il a une portée morale et sociale. Il inscrit le chevalier dans un ordre d'honneur. En théorie, il est désormais tenu de respecter une éthique chevaleresque. En pratique, cette morale reste souvent contredite par les réalités de la guerre et du pouvoir. Dans le Codex Manesse, certaines miniatures montrent des adoubements sommaires, sans liturgie. L'accent y est mis sur le mérite guerrier, non sur la solennité. Comme on l'a vu dans la péninsule ibérique, l'adoubement prend parfois une valeur religieuse particulière. Selon le Fuero de Avilés, datant du XIIe siècle, l'écuyer doit jurer ne jamais fuir sauf contre Dieu. L'adoubement devient alors un acte de croisade. Lors de la Reconquista, ces gestes prennent une dimension sacrée
inscrivant le combat contre l'islam dans une logique de purification et de salut. Les sources évoquent également des adoubements collectifs, notamment lors des grandes campagnes militaires. À la veille de batailles majeures, des seigneurs font adouber en masse leurs jeunes compagnons, parfois sans veiller, sans jeûne, juste dans l'urgence du départ. Le rituel s'adapte alors aux nécessités du moment, sans renier sa valeur symbolique. L'adoubement est aussi un acte politique. Faire chevalier un homme, c'est le faire entrer dans un réseau de fidélité. C'est un geste de reconnaissance, mais aussi un engagement. Le seigneur qui adoube attend du nouveau chevalier qu'il serve, qu'il combatte, qu'il soutienne ses causes. Le chevalier devient ainsi un maillon actif du système féodal. Enfin, l'adoubement consacre un homme socialement reconnu. Il peut désormais participer au tournoi, porter l'épée en public, arbitrer un duel judiciaire, ou bien même siéger dans certaines cours seigneuriales. Le port des éperons dorés devient un insigne distinctif, tout comme la ceinture d'épée. On le distingue désormais du simple homme d'armes. Mais au-delà du cérémonial, c'est bien un changement de statut qui s'opère. Le jeune écuyer formé, endurant, souvent éprouvé, devient un chevalier. Il accède à un ordre qui mêle prestige, devoir et violence contenue. Il entre dans une élite, non seulement sociale, mais idéologique, celle qui prétend incarner la force au service du droit. Loin de l'image d'un combattant brutal, agitant une épée au hasard, le chevalier médiéval est, dès la fin du XIIIe siècle, formé à un véritable art martial fondé sur des techniques précises, des principes tactiques rigoureux et une logique de mouvement souvent méconnue. Ces savoirs, longtemps transmis oralement, sont progressivement codifiés dans des traités de combat appelés Fechbucher en Allemagne ou Libri di Arte Militare en italien, qui témoignent d'un haut degré de technicité. Le combat à pied occupe une place centrale dans l'entraînement du chevalier. On le retrouve dans plusieurs contextes. Duel judiciaire, escarmouche en ville, défense d'une brèche, affrontement lors d'un tournoi. À partir du XIVe siècle, l'Europe voit émerger des écoles de combat structurées, dirigées par des maîtres d'armes reconnus. Deux traditions dominent, l'école italienne et l'école germanique. En Italie, Fiore dei Liberi, maître d'armes actif entre 1380 et 1410, compose le Fior di Battaglia, la fleur de la bataille, un traité illustré conservé notamment dans les manuscrits Getty et Morgan. Il y décrit plus de 300 techniques de combat organisées par type d'armes, épée longue, dague, lutte, lance, hache et combat en armure. Chaque posture est nommée posta di donna, posta longa, posta di finestra. Les gardes déterminent la direction des frappes, diagonale, fendente, montante, sottano, ou bien latérale, mezzano. Le combat repose sur la précision du geste, le rythme, la distance et la capacité à enchaîner attaque, parade et contre-attaque dans un mouvement fluide. Fiore insiste aussi sur le combat en armure, ou armizzare, qui distingue du duel léger. Il y décrit l'usage du mezzaspada, ou demi-épée, où le combattant saisit sa propre lame pour gagner en contrôle, désarmer l'adversaire ou viser les failles de l'armure, comme les aisselles, la gorge ou le creux poplité. L'arme n'est plus seulement un outil de frappe, mais un levier, une pince, voire un crochet. Dans le Saint-Empire, c'est Johannes Lichtenauer qui fonde l'école germanique. Son enseignement, consigné vers 1400 sous forme de vers, appelé Zettel, est ensuite commenté par ses disciples comme Peter von Danzig ou Sigmund Heinringet. Le Kunst des Versten, l'art du combat, repose sur quelques principes fondamentaux. Vor, l'initiative, Nach, la réponse, Indes, l'action dans le mouvement adverse. Le coup le plus célèbre est le Zornau, ou coup de colère, une frappe diagonale rapide destinée à briser l'attaque adverse et reprendre l'initiative. La tradition germanique développe également le Harnisversten, le combat en armure lourde. L'usage du Halsschwert, saisie à mi-lame, y est systématique, tout comme les techniques de lutte Ringen et les clés articulaires, les déséquilibres et les projections au sol. L'objectif n'est plus de trancher, mais d'immobiliser ou de frapper au point faible.
Les duels judiciaires, souvent réglés par coutume locale, imposent des contraintes spécifiques. Le choix des armes, du terrain, du protocole varie selon les régions. En France, on utilise généralement l'épée longue, parfois la masse d'armes ou le bouclier. En Allemagne, des manuscrits comme ceux de Hans Talhofer ou Paulus Kahl illustrent des combats à l'épée, au bâton, à la hache, voire à la dague, en armure complète ou en tenue légère. Dans certaines régions d'Empire, les duels impliquent même des roturiers. L'iconographie médiévale nous montre des combats opposant bouchers, boulangers, voire femmes et hommes dans des situations de justice. Loin d'être des spectacles folkloriques, ces duels suivent des règles strictes et sont validés par des autorités judiciaires. Ces arts du combat ne relèvent pas de l'improvisation. Ils supposent des années de pratique, un encadrement par des maîtres d'armes expérimentés et un entraînement physique soutenu. On apprend à gérer le poids de l'armure, à anticiper les mouvements de l'adversaire, à utiliser la gravité, le déséquilibre et l'effet de surprise. Le chevalier dans l'arène n'est pas une brute. Il est un technicien du combat, un stratège du corps, mais surtout un professionnel de la guerre codifiée. Si le chevalier médiéval est une figure d'élite, c'est d'abord parce qu'il combat à cheval. La cavalerie lourde est l'arme la plus prestigieuse, la plus coûteuse, mais aussi la plus spectaculaire des champs de bataille féodaux. Elle repose sur une alchimie rare entre la maîtrise du corps, l'entraînement de l'animal et la connaissance fine du terrain. Un bon chevalier ne se contente pas de manier la lance. Il doit faire corps avec sa monture, anticiper le mouvement et frapper avec une précision létale. Le cheval de guerre, appelé destrier, n'est ni un cheval de labour, ni un simple animal de transport. Il est élevé, sélectionné et dressé pour la guerre. Son nom vient du latin dextrarius, car il est mené à la droite de son maître lors des processions. Ces chevaux sont puissants, musclés et réactifs. Ils doivent supporter le poids de l'armure, ignorer le tumulte de la bataille et répondre instantanément aux pressions de la jambe ou de l'arène. Certains sont même dressés à ruer, mordre ou bousculer. La figure emblématique du chevalier en charge apparaît surtout à partir du XIIIe siècle, lorsque la lance couchée devient la norme. La technique est simple en apparence, mais redoutablement complexe en pratique. Le chevalier en armure lance son destrier à pleine vitesse, maintient la lance fermement sous l'aisselle et vise un point précis du corps de l'adversaire. L'impact concentre l'énergie cinétique du cheval et du cavalier, parfois plus de 500 kg en mouvement dans une pointe d'acier. Ce choc peut briser un bouclier, désarçonner un cavalier ou transpercer une cotte de maille. Pour permettre cette frappe directe, les armuriers développent au XIIIe siècle un dispositif appelé arçon de lance. Fixé sur la cuirasse, il stabilise l'arme pendant la charge. L'usage de la grande selle de guerre, très haute à l'arrière, permet aussi de mieux encaisser le recul du choc. Tout le corps du chevalier est mobilisé. La main gauche tient les rênes, le coude droit serre la lance contre le flanc, les genoux verrouillent l'assiette et le regard reste fixé quelques mètres devant. Mais tous les combats montés ne relèvent pas de la charge frontale. Les chevaliers savent aussi pratiquer le combat rapproché à cheval. Épée courte à la main, ils frappent de biais, tentent de désarçonner, visent les parties non protégées de l'adversaire. Lors des escarmouches, des poursuites ou des raids, cette agilité est souvent plus décisive que la puissance brute. Dans certaines joutes, les adversaires combattent avec des armes contendantes, enchaînant feintes et frappent à pleine course. Les manuels de combat et les traités de chevalerie insistent sur la nécessité d'un entraînement constant. Le manuel de Montauban, un recueil gascon du début du XIVe siècle, décrit des exercices destinés à simuler des frappes au galop contre des mannequins de bois pour entraîner précision, coordination et contrôle de la monture. On y apprend à faucher, piquer, reculer et même à changer d'arme en plein mouvement. Loin des idées reçues, le chevalier en armure n'est pas une masse inerte. Les expérimentations modernes ont montré qu'un homme bien entraîné, portant une armure complète de 25 kg, bien répartie, peut galoper, tourner, se relever seul après une chute et manœuvrer efficacement. L'armure conçue pour protéger sans entraver est articulée aux épaules, aux coudes et aux genoux. Elle permet des gestes amples à condition que l'équilibre soit maîtrisé.
La biomécanique du combat monté est une science empirique. Lors de la charge, le cavalier contracte ses abdominaux, verrouille ses hanches, absorbe les secousses avec ses cuisses. La stabilité est primordiale. Un déséquilibre à pleine vitesse peut en effet entraîner une chute mortelle. La coordination entre l'homme et le cheval est donc au cœur de la performance. L'un anticipe les gestes de l'autre. Le destrier ne suit pas seulement des ordres, il partage l'intention. Certaines sources évoquent même des chevaux réservés à des rôles spécifiques, comme destrier de parade, cheval de joute ou bien monture de poursuite. Des carapaçons renforcés, des couvre-yeux, des plaques de chanfrein viennent parfois compléter la protection. Le cheval devient lui aussi une cible, un enjeu et une arme. Il est nourri, soigné, entraîné comme un soldat. Dans les ordres militaires, comme chez les Templiers ou les Hospitaliers, la cavalerie lourde agit en formation serrée, avance en ligne, pivote à la voie et frappe d'un seul bloc. Le combat monté, dans sa version la plus aboutie, n'est donc pas un geste isolé. C'est un art collectif, chorégraphié, nourri par des siècles de pratique, de transmission et de perfectionnement. Il exige autant de maîtrise technique que de confiance absolue entre l'homme et sa monture. Car dans l'ordre chevaleresque, le cheval n'est pas un outil, il est tout simplement l'extension vivante du combattant. L'équipement du chevalier médiéval ne saurait être réduit à une simple panoplie décorative ou un symbole statuaire. Il constitue au contraire un ensemble technique sophistiqué, fruit de plusieurs siècles de perfectionnement progressif, d'adaptation pragmatique aux conditions de guerre et d'innovations métallurgiques successives. Loin de l'image figée d'un combattant engoncé dans une armure immobile, le chevalier est en réalité un utilisateur d'une technologie de pointe pensée pour équilibrer protection, mobilité et capacité offensive. Au XIe siècle, la base de la protection chevaleresque repose sur le haubert, une longue cotte de mailles constituée de dizaines de milliers d'anneaux forgés et rivetés à la main. Cette enveloppe métallique souple couvre le torse, les bras, parfois les jambes, et s'accompagne souvent d'un camail et d'un casque nasal conique. Si cette protection se révèle efficace contre les armes tranchantes, elle se montre plus vulnérable aux armes contendantes ou perforantes, dont l'usage se développe dès le XIIe siècle. Le bouclier de forme allongée ou en amande complète cet ensemble en offrant une défense supplémentaire contre les coups portés à cheval, notamment sur le flanc gauche. À mesure que les menaces évoluent, notamment avec l'apparition de l'arbalète à forte puissance et la généralisation des masses d'armes, les chevaliers ajoutent progressivement des pièces rigides à leur équipement. C'est au XIIIe siècle que l'on voit apparaître des genouillères, des coudières et des renforts pectoraux, d'abord en cuir bouilli ou en métal martelé, parfois doublés de tissu rembourré. Ces éléments restent encore secondaires, mais ils annoncent une transformation plus radicale à venir. Cette transformation se concrétise au XIVe siècle, dans le contexte des grandes guerres féodales et notamment de la guerre de Cent Ans. Face à des troupes mieux armées, plus disciplinées et capables de frapper avec force, le chevalier adopte une protection renforcée. Le casque évolue vers le bassinet, souvent pourvu d'une visière articulée, tandis que le plastron, en métal, remplace peu à peu la simple cotte de maille. Les jambes, longtemps négligées, reçoivent des protections articulées appelées cuisseaux et grèves, et les épaules sont recouvertes de spalières qui permettent une meilleure défense latérale. C'est toutefois au milieu du XVe siècle que l'armure atteint son degré maximal de complexité et d'efficacité, avec l'apparition du harnois blanc, une armure intégrale de plaques d'acier poli, sans ornement, dont chaque pièce est parfaitement ajustée à la morphologie du combattant. Cette armure, qui couvre intégralement le corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, repose sur un système d'articulation métallique permettant aux porteurs de bouger, de courir, de se relever après une chute, voire de combattre à cheval avec une aisance surprenante. Le poids, bien qu'élevé, entre 25 et 30 kg selon les modèles, est intelligemment réparti entre les hanches, les épaules et le tronc, ce qui réduit considérablement la sensation de lourdeur. Comme on l'a vu, contrairement aux idées reçues, une armure complète n'empêche pas un chevalier de se mouvoir.
Des reconstitutions menées par des armuriers contemporains et des historiens du combat ont démontré que l'on pouvait sauter, courir, monter à cheval et même se battre avec vivacité dans un tel équipement, à condition bien sûr d'être entraîné. Il ne s'agit donc pas d'un carcan, mais bien d'un outil de survie hautement optimisé. Face à cette montée en puissance défensive, l'armement offensif du chevalier évolue lui aussi. Si l'épée longue reste l'arme de prestige par excellence, elle tend à perdre son efficacité face aux armures complètes. Et c'est pourquoi apparaissent des armes plus spécialisées. Le bec de Corbin, par exemple, conçu avec une pointe recourbée, permet de frapper dans les jointures de l'armure ou d'arracher des plaques fixées. Le fléau d'armes, héritier d'un outil paysan, utilise une masse rotative pour transmettre un impact écrasant, capable de briser des os malgré la protection métallique. La vouge et la guisarme, montées sur hampe, combinent tranchant, pointe et levier pour frapper à distance ou désarçonner un adversaire à cheval. Ce raffinement de l'armement, tant défensif qu'offensif, s'inscrit dans une logique d'efficacité empirique. Dans les grands ateliers armuriers, notamment à Milan, dans les Flandres ou à Nuremberg, des tests sont régulièrement organisés. Des pièces d'armure suspendues sont soumises à des tirs d'arbalète, des coups de masse ou des assauts simulés, et ce, afin d'évaluer leur résistance. Les archives bourguignonnes, en particulier celles du trésor de Philippe le Bon, conservent des descriptions précises de ces essais expérimentaux, où l'on mentionne l'impact de plusieurs coups portés sans rupture de la plaque, mais avec des bosses profondes et des déformations internes. Car même si l'armure empêche la pénétration d'un trait ou d'une lame, elle ne protège pas toujours des conséquences physiques du choc. Les impacts peuvent ainsi provoquer des fractures osseuses, des commotions, des contusions internes, voire des évanouissements. Les points faibles de l'armure, comme le creux des aisselles, l'articulation du genou ou bien la base de la nuque, deviennent alors les cibles privilégiées d'un adversaire entraîné. Enfin, l'apparition progressive des armes à feu au XVe siècle oblige les armuriers à repenser entièrement la protection du chevalier. Ainsi, on épaissit les plaques, on inclut des renforcements sur la poitrine, on teste des formes destinées à dévier les projectiles. Mais cette surprotection entraîne un surpoids qui limite l'endurance et la mobilité. À partir de la seconde moitié du siècle, il devient économiquement et tactiquement absurde de protéger un seul homme au prix de dizaines de kilos d'acier, alors que des fantassins munis d'arquebuses peuvent l'abattre à distance, sans duel, sans contact. L'armure ne disparaît pas immédiatement, elle reste utilisée lors des parades, des tournois ou dans certaines unités d'élite. Mais elle cesse peu à peu d'être un outil décisif sur le champ de bataille. Au XIIIe siècle, le chevalier constitue encore le cœur opérationnel des armées féodales. Il incarne à la fois la force de frappe, la supériorité sociale et la légitimité militaire. En tant que combattant monté, lourdement armé et formé à la guerre, il domine les structures tactiques de son temps. Il agit généralement au sein d'un petit groupe composé d'écuyers, de sergents d'armes, parfois d'arbalétriers à cheval, et forment avec eux ce que l'on appelle en deux mots les gendarmes. L'infanterie, souvent recrutée localement ou levée dans les milices urbaines, reste en marge des grandes décisions tactiques. Elle protège les bagages, garde les places fortes et soutient les assauts, mais ne constitue pas, dans l'esprit féodal, la force décisive. Ce modèle, hérité du haut Moyen-Âge, est fondé sur l'idée que la bravoure individuelle peut briser l'ennemi par un choc frontal, perdure tant que les affrontements se déroulent sur un terrain ouvert, selon un schéma ritualisé et entre adversaires socialement comparables. Le prestige de la charge, l'élan collectif, la puissance du groupe monté restent des éléments redoutables lorsque l'espace est libre, la cohésion maintenue et l'effet de surprise exploité. Mais ce modèle entre progressivement en crise. En effet, dès le milieu du XIVe siècle, une mutation tactique majeure s'opère, principalement sous l'impulsion des armées anglaises. Celles-ci, composées d'unités hybrides mêlant archers, hommes d'armes à pied et cavaliers démontés, adoptent une stratégie défensive fondée sur la discipline, le choix du terrain et l'usage massif d'armes de jet. À Crécy,
En 1346, les chevaliers français sont confrontés à une armée anglaise disposée en profondeur sur une pente douce, protégée par des rangées de pieux et couverte par un feu nourri de longbows gallois. La charge répétée de la chevalerie s'écrase contre cette défense statique, désorganisée par la boue, ralentie par les cadavres de chevaux et incapable de maintenir une ligne cohérente jusqu'au contact. Le roi Philippe VI est contraint de quitter le champ de bataille et la noblesse française y subit une humiliation stratégique d'autant plus cuisante que son courage individuel n'est jamais mis en doute. Cette leçon n'est pourtant pas immédiatement retenue. 10 ans plus tard, à Poitiers, le même scénario se reproduit. Jean de Lebon, roi de France, mène une armée importante contre le prince noir. Là encore, les chevaliers français lancent plusieurs vagues d'assaut contre des positions anglaises solidement retranchées. L'infanterie, mieux coordonnée, résiste. Les archers infligent des pertes considérables. Le terrain accidenté empêche toute manœuvre efficace. Le roi combat bravement, mais finit capturé aux côtés de son fils Philippe. Cet épisode, au-delà de sa portée militaire, provoque une onde de choc politique. Le roi prisonnier devient monnaie d'échange et le royaume entre en crise. La tactique chevaleresque, fondée sur la rupture par l'élan, révèle ses limites face à des dispositifs modernes où la cohésion prévaut sur la bravoure. Le désastre atteint son apogée à Azincourt en 1415. Dans une plaine étroite, détrempée par la pluie, la chevalerie française tente une nouvelle fois une charge de masse contre une ligne anglaise retranchée. Le champ de bataille exigu, la boue, la densité des troupes et la précision des archers entraînent un véritable massacre. Les chevaux s'enlisent, les cavaliers tombent et les corps s'empilent. Beaucoup de chevaliers sont piétinés, étouffés dans leur propre armure, incapables de se relever. Ce jour-là, la noblesse française paie au prix fort son attachement à un modèle tactique devenu obsolète. Ces défaites répétées ne sont pas le fruit d'un manque de compétences individuelles, ni d'un défaut d'équipement. Elles résultent d'un décalage entre un imaginaire militaire hérité de l'épopée féodale et une réalité de plus en plus dominée par la discipline collective, la rationalisation logistique et la standardisation des troupes. La charge de cavalerie, pour conserver son efficacité, nécessite un terrain parfaitement dégagé, une impulsion coordonnée, un effet de surprise partiel. Privée de ces conditions, elle se transforme en boucherie. Pourtant, malgré les leçons du terrain, la figure du chevalier reste centrale dans la culture de guerre. Elle conserve un pouvoir symbolique, un prestige social et une autorité politique. Le chevalier, même désarçonné, continue de commander. Il prend la tête de compagnies d'ordonnance, dirige des unités composites, donne des ordres, arbitre les conflits et négocie les redditions. Il ne mène plus la guerre seul, mais il incarne encore une forme d'idéal martial. Mais peu à peu, le rôle du chevalier se transforme. Il cesse d'être uniquement un combattant, il devient dès lors un administrateur militaire, un capitaine de guerre, un diplomate sur le terrain. Il coordonne les sièges, organise les ravitaillements, surveille les routes, lève les impôts et traite avec les villes. La guerre, de fait, change de visage. Elle devient plus technique, plus collective et finalement plus politique. Elle s'inscrit dans le cadre de la souveraineté croissante des États. Le chevalier ne disparaît pas, mais il s'efface devant de nouvelles logiques stratégiques. Dans l'imaginaire collectif, le tournoi médiéval est souvent perçu comme une célébration fastueuse, un jeu d'honneur, un théâtre codifié où s'exprime l'idéal chevaleresque. Pourtant, à l'origine, les tournois sont bien plus proches de la mêlée que du cérémonial. Au XIe et XIIe siècle, ils prennent la forme de combats de groupes massifs appelés burtes, dans lesquels deux camps s'affrontent à grande échelle sur un terrain ouvert. L'objectif n'est pas seulement d'entraîner les participants, mais de capturer des adversaires, d'exiger rançon et de démontrer sa valeur au combat. Ces affrontements sont violents, souvent meurtriers, et la confusion y règne. Les participants sont parfois armés jusqu'aux dents, les coups sont réels et les conséquences peuvent être fatales. Face à cette violence incontrôlée, l'Église intervient dès le XIIe siècle. Le Concile du Latran II, en 1139, interdit l'inhumation chrétienne aux chevaliers morts en tournoi, considérant qu'ils n'ont pas péri pour une cause juste. Cette condamnation
traduit l'inquiétude croissante du clergé face à un rituel de guerre qui menace l'ordre social autant qu'il le célèbre. L'autorité royale, elle aussi, tente peu à peu de canaliser ces affrontements. Sous le règne de Saint-Louis, une première réglementation est instaurée. Les tournois doivent désormais avoir lieu dans des lieux désignés, selon des règles strictes et sous la surveillance du pouvoir. À partir du XIIIe siècle, le tournoi se transforme. Il devient un spectacle aristocratique, codifié, ritualisé, dans lequel la joute individuelle supplante progressivement la mêlée collective. Deux chevaliers s'affrontent à la lance, séparés par une lisse, montés sur des destriers carapassonnés, souvent cherchant à briser sa lance sur l'écu ou le plastron de l'adversaire. Les armes sont émoussées, les règles précises et les gestes surveillés. Le tournoi devient un théâtre de l'honneur, un espace de réglementation autant que de compétition. Le livre des tournois, rédigé par René d'Anjou au milieu du XVe siècle, en est un parfait exemple. Il détaille les dimensions du terrain, la forme des casques, le nombre de passes autorisées, les points attribués selon l'endroit et l'impact. Autour de cette scène martiale, les dames jouent un rôle essentiel. Elles attribuent les couleurs, offrent les faveurs, désignent parfois les champions. Leur regard, valorisé par la littérature courtoise, légitime le combat autant qu'il en inspire la mise en scène. Pourtant, derrière ce raffinement apparent, la violence n'est jamais bien loin. De nombreux récits rapportent des tricheries, des blessures graves, voire des morts. Certains chevaliers dissimulent des lames dans leurs armes, alourdissent leurs boucliers ou bien liment volontairement les sabots de leur monture pour déséquilibrer l'adversaire. Le drame le plus célèbre survient en 1559. Le roi Henri II de France, grand amateur de joute, organise un tournoi pour célébrer la paix du Cateau-Cambrésis. Il y affronte le capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Montgomery. Lors de la dernière passe, la lance de Montgomery se brise. Un éclat traverse la visière dorée du roi, pénètre son œil et atteint le cerveau. Henri II meurt 10 jours plus tard, après une agonie publique. Ce décès tragique provoque une onde de choc dans toute l'Europe et sonne symboliquement la fin des joutes royales en France. La chevalerie vivante bascule définitivement dans la représentation. À côté de ce théâtre codifié, il existe une autre forme de combat rituel, le duel judiciaire. Hérité des traditions germaniques, ce duel repose sur l'idée que Dieu manifestera la vérité en donnant la victoire au juste. Il n'est pas un simple affrontement, mais une épreuve légale reconnue par la coutume et encadrée par des règles précises. Le duel judiciaire peut opposer des nobles, mais aussi dans certaines villes d'empire des roturiers. Il est autorisé à condition que les preuves soient insuffisantes pour trancher une accusation grave, comme la trahison, le meurtre ou l'adultère. Avant le combat, les deux parties prêtent serment sur les évangiles. Le tribunal fixe les modalités, armes autorisées, durée du combat, lieu exact. Certaines sources françaises, comme les coutumes d'Anjou ou les ordonnances bourguignonnes, réglementent jusqu'à la taille du champ, la composition des armures ou l'obligation de combattre à visage découvert. Les traités de combat illustrent ces duels avec une minutie extrême. Les combattants s'affrontent à la masse, à l'épée, au bouclier, à la dague et parfois même avec des bâtons ferrés ou des crocs. Certains cas restent célèbres. Le duel judiciaire opposant Jean de Carouge à Jacques le Gris en 1386 est l'un des mieux documentés. Le roi Charles VI assiste à l'affrontement. L'accusation porte sur un viol. Faute de preuves, la justice ordonne le duel. Après une lutte acharnée, Carouge triomphe et tue le Gris. Le jugement est considéré comme confirmé par Dieu. Mais d'autres cas, moins connus, révèlent la brutalité et l'ambiguïté de ces épreuves. En 1428, dans le comté d'Anjou, deux nobles s'affrontent à la masse pour une affaire d'adultère supposée. Le vaincu, déclaré coupable, est exécuté dans les jours suivants. À Strasbourg, en 1383, deux boulangers se battent en duel à la suite d'une accusation de vol. L'un meurt sur place, l'autre est acquitté. Dans un cas rare et souvent commenté, une femme affronte un homme accusé de tentative de meurtre. Le tribunal impose une configuration symbolique équilibrée. L'homme, enterré jusqu'à la taille, a les bras liés. La femme, armée d'un voile lesté d'une pierre, doit frapper à distance. La scène tourne à la farce tragique. L'homme tombe en arrière, incapable de se relever. La femme
est déclaré vainqueur. Cet épisode, représenté dans plusieurs recueils, témoigne à la fois de la complexité juridique du Moyen Âge et de la persistance de formes de justice archaïques, même dans les villes modernes. À la fin du Moyen Âge, le chevalier cesse peu à peu d'être l'acteur central du champ de bataille. L'évolution des tactiques, l'essor des armes à feu, la centralisation des pouvoirs militaires dans les mains des rois et des États modifie profondément la nature de la guerre. Ce qui s'efface toutefois n'est pas l'image du chevalier, mais son rôle militaire concret. Le modèle féodal, fondé sur le service armé d'un noble vassal envers son suzerain, se désagrège face à la montée des armées permanentes, payées, encadrées et souvent issues de milieux populaires. Comme on l'a vu, la guerre de Cent Ans, qui s'étend de 1337 à 1453, marque un tournant technique et symbolique. Elle révèle l'impuissance croissante de la cavalerie lourde face aux formations disciplinées de fantassins et aux archers gallois, puis face aux premiers arquebusiers. Elle voit apparaître les compagnies d'ordonnance, les francs archers et les armées royales organisées autour d'un commandement étatique. L'initiative tactique échappe peu à peu aux seigneurs féodaux. Le roi recrute, équipe, paie ses hommes. La guerre devient finalement une affaire d'État et non plus de fidélité personnelle. Dans ce contexte, certaines figures continuent pourtant d'incarner les vertus chevaleresques jusqu'à leur point d'épuisement. L'exemple le plus célèbre est bien évidemment celui de Pierre Terrail, seigneur de Bayard. Né vers 1476, il s'illustre dans les guerres d'Italie au service de Charles VIII, Louis XII, puis François Ier. Bayard se distingue par son courage, sa piété, sa loyauté envers les populations civiles, son refus du pillage et sa fidélité à l'honneur de son nom. Il combat à visage découvert, protège les blessés, refuse la trahison et incarne l'idéal du chevalier sans peur et sans reproche. Il meurt en 1524, frappé dans le dos par un coup d'arquebuse impérial, alors qu'il couvrait la retraite de son armée. Ce geste, à la fois héroïque et vain, symbolise la fin d'un monde. Le dernier grand chevalier tombe sous une arme anonyme, à distance, dans une guerre où la prouesse individuelle ne compte plus. Cette mutation ne se limite pas aux réalités du champ de bataille, elle touche aussi les représentations. Une autre figure surgit pour bousculer l'ordre établi, Jeanne d'Arc. Fille de paysans, sans formation militaire, sans lignage noble, elle se dresse pourtant comme la championne d'un royaume en péril. Revêtue d'une armure, brandissant un étendard, guidée par des voix mystiques, elle conduit les troupes à Orléans, relève le moral des Français et impose une autorité qui ne repose ni sur le sang, ni sur les armes, mais sur la foi. Son procès, sa condamnation, puis sa réhabilitation en font une figure paradoxale, une non-noble qui incarne la pureté de l'idéal chevaleresque dans une époque où les chevaliers eux-mêmes en ont parfois trahi l'essence. Avec elle, la chevalerie se détache du lignage pour se replier dans l'exemplarité. Au siècle suivant, l'idéal chevaleresque ne disparaît pas totalement, il se transforme. Il entre désormais dans la fiction, la littérature et la para. En 1605, Miguel de Cervantes publie Don Quichotte de la Manche, roman satirique et mélancolique dans lequel un vieil hidalgo, nourri de romans de chevalerie, décide de redonner vie à un monde disparu. Il s'imagine combattant les injustices, affronte des moulins à vent qu'il prend pour des géants, adore une servante qu'il nomme Dulcinée et s'enfonce dans une suite d'épreuves grotesques. Pourtant, derrière la farce, Cervantes rend hommage à une grandeur perdue. Son héros, ridicule aux yeux du monde, reste digne, loyal, fidèle à ses idéaux. Il incarne une chevalerie mourante, mais dont l'esprit n'est pas tout à fait éteint. Don Quichotte meurt sans avoir triomphé, mais il meurt respecté. Parallèlement, certains ordres religieux militaires continuent d'exister, prolongeant sous une autre forme les anciennes valeurs. Les Hospitaliers, devenus ordre de Malte, résistent encore aux Ottomans, établissent un État fortifié, administrent des îles et mènent des campagnes navales. Leur discipline, leur organisation militaire et leur hiérarchie interne rappellent finalement les structures féodales, même si leurs fonctions guerrières s'effacent peu à peu au profit d'un rôle humanitaire et diplomatique. Chassés de Malte par Napoléon en 1798, ils perdent leur pouvoir territorial, mais conservent une reconnaissance symbolique.
Aujourd'hui encore, l'ordre souverain de Malte perpétue une mémoire de la chevalerie, vidée de ses attributs militaires, mais nourrie de sa tradition d'honneur et de service. C'est toutefois au XIXe siècle, avec le renouveau romantique, que la chevalerie revient en force dans les imaginaires. Les écrivains comme Walter Scott, avec Ivanhoe, ou Chateaubriand, avec le génie du christianisme, redonnent aux chevaliers une place de héros idéal. Les musées collectionnent les armures, les châteaux sont restaurés, les blasons redessinés. La chevalerie devient un patrimoine, un décor, un fantasme. Au XXe siècle, le cinéma s'empare à son tour de cette figure, la transforme, la simplifie et finalement l'universalise. Le chevalier devient un justicier intemporel, porteur d'un code d'honneur, d'une épée et d'une quête. La fantaisie moderne, de Tolkien à George R.R. Martin, en fait l'archétype du héros, à la fois noble, violent, mélancolique et solitaire. Ainsi, la chevalerie en tant que système militaire et institution sociale a bel et bien disparu. Mais son image, elle, n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire occidental. Elle survit dans la littérature, le cinéma, les jeux, les récits d'enfance et les reconstitutions historiques. Elle incarne un idéal de fidélité sans calcul, de courage pur, dans un monde de plus en plus rationnel, bureaucratisé et désenchanté. Au final, le chevalier n'est désormais plus un combattant, il est devenu un mythe. Et c'est peut-être dans cette forme désincarnée qu'il continue paradoxalement à exercer sa plus grande influence. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, vous avez la possibilité de faire un don via la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt, ou bien tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.